Bienvenue sur le plateau de la TFM et bienvenue à votre émission Question Directe qui reçoit aujourd'hui Maître François Serre. Maître François Serre est l'un des avocats de M. Hissène Habré, ex-président du Tchad. M. François Serre, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avons invité ici ce plateau parce que M. Red Brody, l'avocat des victimes tchadiennes, est passé ici sur ce plateau pour l'équilibre de l'information. M. Serre, les instructions ont démarré aux chambres africaines extraordinaires. Les témoins commencent à défiler. Quelle appréciation en avez-vous? Bon, d'abord, je dois marquer la position du président Hissène Habré avant d'expliciter la mienne. Ça me paraît plus important. Le président Hissène Habré a pris position devant les juges de la chambre d'instruction pour considérer que ces chambres étaient illégitimes et qu'elles étaient irrégulières, illégales, et a donc décidé de ne pas participer à ce qu'il appelle une mascarade de justice. La raison de cette position est simple. Comme vous le savez, il a été kidnappé. Quand je dis qu'il a été kidnappé, je pèse mes mots. C'est-à-dire que les citoyens sénégalais doivent savoir que les services du GIGN, des protections des hautes personnalités, assurent la protection du président Hissène Habré depuis des mois, depuis des années. Quelques jours avant son enlèvement, il a reçu des appels d'un capitaine du GIGN avec qui il a l'habitude de converser sur les questions d'organisation de sa sécurité. Et donc ils ont convenu d'un rendez-vous le dimanche matin, le dimanche 28, au cours duquel ce capitaine s'est présenté et a donc été accueilli par les plantons du GIGN, les policiers qui assurent la protection d'Hissène Habré. Et donc ils sont rentrés, le président Hissène Habré les a accueillis sur le porche de sa maison, l'a accueilli, le capitaine, dès qu'il a su qu'il était là. Et ce capitaine a donc franchi les quelques mètres qui séparent la porte d'entrée de sa maison, de sa concession de la maison elle-même. Et ce qui est démontré après, à travers les caméras qui entourent la maison, c'est qu'à peine le président Habré a eu le dos tourné et a emmené son hôte, qui assure sa protection, dans son salon pour converser avec lui, une dizaine d'éléments du GIGN, un commando, est rentré de force dans sa maison et s'est arrêté sur le porche. Lorsque le capitaine et Hissène Habré se sont assis pour discuter, deux individus sont rentrés dans le salon et a commencé un balai au cours duquel on a présenté au président Hissène Habré une sorte de réquisition, d'arrestation émanant du procureur général Maké Fall. Donc le président a dit « mais je ne comprends pas, vous venez m'arrêter, pour quelle raison ?» Et à ce moment-là, il s'est levé. Et donc c'est ce moment-là qu'une dizaine de personnes ont pénétré dans son salon et l'ont pris de force, alors que sa petite fille de 8 ans venait à peine de quitter le salon, et l'ont emmené de force en dehors de sa maison. Pourquoi je dis que c'est un kidnapping? Parce que en 2000, lorsque le juge d'instruction le convoque, le président Habré respecte la justice sénégalaise. Il va de lui-même, accompagné par ses avocats, à cette convocation. Lorsqu'il est convoqué, 5 ans plus tard, dans le cadre de la procédure d'extradition, il participe volontairement au processus judiciaire, quelle que soit la critique qu'il fait. Donc je dis que le fait d'avoir procédé à cet enlèvement, alors qu'on était dans le pire des cas, mais c'est même pas démontré, dans le cadre d'une enquête préliminaire. Vous savez qu'on ne peut pas rentrer, selon le code de procédure sénégalais, dans la maison d'une personnalité sans son assentiment. C'est ce que dit l'article 333 ou 37 du code de procédure pénale. Donc en fait, l'assentiment du président Habré n'était pas là, donc ces individus ont pénétré de force en violation de la loi dans sa maison et l'ont enlevé. Oui, la conférence de presse du procureur disait qu'ils ont procédé ainsi, c'est pour éviter qu'il y ait un bain de sang, parce qu'ils étaient au courant qu'Hissène Habré était armé, c'était un ancien chef de guerre, que ça pouvait déraper. Bon, écoutez, ça c'est une plaisanterie. La question des armes a déjà été évoquée en 2000. Il est vrai qu'à l'époque, Hissène Habré, pour assurer sa protection, disposait d'un certain nombre d'armes dans sa maison. Lorsqu'il a été arrêté une première fois, l'ensemble de ces armes ont été saisies. Et il y a un procès-verbal, et ces armes ne lui ont jamais été rendues. Donc en fait, prétendre qu'il avait des armes alors que les services du GIGN sont présents dans sa maison, enfin je veux dire, ça veut dire que la police, la gendarmerie sénégalaise est assez inconsciente
pour assurer la protection de quelqu'un sachant qu'il y aurait des armes dans sa maison. Je crois que c'est pas sérieux. Je crois que je viens de faire la démonstration que le président Abré, arme ou pas arme, ancien chef de guerre ou pas, a participé volontairement dans un pays qui l'a accueilli à un processus judiciaire. Il n'y avait aucune raison qu'il ne participe pas à ce dernier et qu'il soit convoqué devant ces juges pour s'y expliquer. Mais aujourd'hui, pourquoi dites-vous que les chambres africaines extraordinaires sont illégales? Alors, pour des raisons très simples. Vous savez que nous avons déposé le 23 avril dernier un recours devant la Cour de la CEDEAO. Ce recours est fondé sur les arguments suivants. La Cour de la CEDEAO, dans son arrêt de 2010, avait indiqué que le système judiciaire sénégalais était hors jeu, était disqualifié. Non pas parce qu'il est incompétent, mais parce que des décisions qui avaient l'autorité de la chose jugée avaient été rendues. Je précise que Reed Brody, que vous avez entendu la semaine dernière, ne semble pas connaître la nature des décisions juridiques qui ont été rendues. Parce que le problème, ce n'est pas de condamner ou d'acquitter. Les décisions qui ont été rendues, c'est des décisions qui sont considérées comme des décisions de jugement. Ce sont des ordonnances de non-enfermés qui constituent des obstacles juridiques à ce qu'on reprenne des procédures. Et de toute façon, la Cour de la CEDEAO a elle-même qualifié ces décisions d'autorité de la chose jugée. Donc, on disqualifie le système judiciaire sénégalais. Mais la Cour ouvre, comme dit Madame Moudena, une brèche. Donc la Cour dit on pourrait très bien entendre le président Abré dans le cadre d'une procédure internationale ad hoc devant un organe judiciaire également ad hoc. Nous disons très simplement qu'on n'est pas en présence d'un tribunal ad hoc. Parce que ce n'est pas le tribunal pour le Tchad. Le tribunal pour le Tchad permettrait, comme on l'a fait pour le Rwanda ou pour la Sierra Leone, permettrait d'envisager l'ensemble des faits qui ont été commis dans ce pays depuis l'indépendance jusqu'à 2012. Pourquoi s'arrêter à 82-90 ? Et ne viserait pas Hissène Habré. On sait qu'on vise directement Hissène Habré, puisqu'il est le premier inculpé, et on sait que tous les mandats, tous les actes, les résolutions de l'Union africaine, le pouvoir qui a été donné à Robert Dossou pour participer à la signature de cet accord vise directement Hissène Habré selon le mandat qui lui a été donné par Jean Ping. Donc c'est bien lui qu'on vise à titre personnel. Donc ce que je dis, c'est que on n'est pas dans une procédure à caractère international. Pourquoi ? Parce que sur 20 juges, nous avons, et je l'ai expliqué lors de la dernière émission quand vous m'avez reçu, il y a 18 juges sénégalais. Dans toutes les juridictions ad hoc internationales, les juges ne sont pas de la nationalité du pays. Les juges internationaux ou africains sont même majoritaires. Or là, tous les magistrats du parquet sont sénégalais, tous les juges d'instruction sont sénégalais, et même au niveau de la cour d'assises, les juges africains ont la minorité sur les deux vice-présidents qui vont entourer le président africain. Mais vous avez l'habitude de récuser tout cela en tant qu'avocat, en disant que nous ne sommes pas d'accord avec la composition du tribunal, nous voulons que le tribunal soit recomposé. C'est ce que nous avons fait devant la Cour de la CEDEAO. Nous avons dit le Sénégal ne respecte pas votre procédure, les principes que vous y avez adoptés, et ne respecte pas également, au-delà de l'organe judiciaire, la procédure elle-même. Pourquoi ? Parce que Mme Touré a trompé l'Union africaine. En voulant faire croire que c'était un accord international, elle a maquillé cet accord en le limitant au strict minimum. Si vous regardez ce qui se passe au Cambodge ou en Sierra Leone, il y a toujours un règlement de procédure qui a été élaboré et qui prévoit des droits très importants pour la défense. Et il y avait d'ailleurs un projet qui avait été adopté ou qui avait été élaboré dans les années 2008-2009. Madame Touré n'en a pas voulu. Ce qui l'intéresse à Madame Touré, c'est le code de procédure pénale sénégalais. Parce qu'elle sait qu'il est parfaitement liberticide. Et elle sait qu'avec ça, on ne peut pas avoir les droits de la défense sérieux. Donc en fait, on est devant un organe judiciaire sénégalais, composé de juges sénégalais, et qui adopte les règles du code de procédure sénégalais. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous faites la comparaison, je crois qu'il y a eu une émission de la RTS qui s'est beaucoup penchée sur la comparaison entre l'affaire Gbagbo et l'affaire Hissène Habré. Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Gbagbo ? L'audience de confirmation des charges, qui correspond grosso modo à l'audience d'inculpation, a été précédée de quoi ? D'un travail du procureur, qui a été soumis aux avocats du président Gbagbo, qui ont été soumis à la critique. Il y a eu des échanges de mémoire, il y a eu un accès au dossier, il y a eu des plaidoiries. Et le juge, quand il rend sa décision, il dit « Madame Bensouda, mais vous avez fait un mauvais travail. Comment se fait-il qu'il y a des dossiers kényans dans l'affaire de Côte d'Ivoire ?» Donc, il y a un problème sur le travail des juges. Qu'ont fait ces juges d'instruction ? Nous avons été reçus le matin à 10h, quand je viens devant la Chambre, lorsque le président Habré est inculpé. On nous dit, mais attendez, les juges n'ont pas encore le dossier. Le procureur, là encore, il est encore en train de travailler dessus. Donc ça veut dire que ces juges d'instruction, quand ils nous reçoivent à 1h30, n'ont pas encore lu les 30 tomes du volume.
Donc ni les juges, ni moi, puisqu'on m'a refusé l'accès à ce dossier, ni moi qui n'a pu s'exprimer, puisque le juge d'instruction m'a rappelé que le code de procédure sénégalais m'interdit de parler. On me notifie les charges. Pas d'accès au dossier, pas de défense de l'avocat. Ça veut dire qu'on n'est pas devant un règlement de procédure international. Donc ça veut dire que pas d'accès au dossier, pas d'avocat, juge sénégalais, l'ordonnance de mise en détention. Une fois qu'on a inculpé, je me suis opposé à cette inculpation, et une fois que finalement les juges ont tranché et nous ont lu l'inculpation, les juges nous ont dit, bah, écoutez, maintenant on va vous lire autre chose. Donc ils nous ont lu un texte qui était déjà préparé, qui était l'ordonnance de mise en détention. C'est-à-dire qu'on a déjà rédigé, avant même l'inculpation du président Habré, son ordonnance de mise en détention. Comment voulez-vous que le président Habré accepte ça? Le procureur de la République du Sénégal, en 2000, qu'est-ce qu'il demande au juge d'instruction quand il l'inculpe? Il demande la mise en résidence surveillée du président Habré. Ça voudrait dire donc que plus on s'éloigne des faits, plus on s'éloigne dans le temps de leur gravité, en quelque sorte, sans vouloir la réduire. Attendez, juste je termine sur ce point-là. Plus ces faits deviendraient graves. Et plus ces faits troubleraient l'ordre public. Ce qui n'était pas suffisamment troublant pour l'ordre public en 2000 pour justifier la mise en détention d'Hissène Habré le deviendrait en 2013. Mais comment voulez-vous que le président Habré accepte ça? Différentes. Là-bas, c'était le tribunal sénégalais, oui. Et là, c'est un tribunal qui a été mis en place par l'Union africaine, oui. Qui a le caractère d'un tribunal international. Alors, je viens de vous expliquer le contraire, puisqu'en fait, il n'a pas ce caractère de tribunal international, et ça, c'est l'objet de notre procédure devant la Cour de la CEDEAO. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Le Sénégal a tellement peur, semble-t-il, de la décision qu'on attend pour le mois de juillet ou août de la Cour de la CEDEAO, qui visait l'organe judiciaire. Mais le Sénégal s'est dit, mais attendez, on ne va pas attendre une décision qui risque de nous condamner. Donc on a précipité les choses. On a envoyé Mbacké Fall au Tchad, on l'a envoyé faire des enquêtes, il a récolté un certain nombre de documents qui sont quoi? Le rapport de la commission d'enquête fait par Déby en 2000, plus des rapports de Human Rights Watch. Il a copié-collé ces deux documents, il en a fait un réquisitoire, et il a dit, voilà, j'ai des éléments pour mettre en examen, pour inculper le président Habré. C'est pas sérieux non plus. Un procureur dans un organe international est un organe indépendant du tribunal. C'est, regardez Ocampo, regardez Madame Bensouda, ce sont des gens qui font des enquêtes par eux-mêmes. Mbacké Fall n'a pas fait l'enquête, il est resté une semaine au Tchad, et la seule activité qu'il a eue au Tchad, c'est de revenir en disant, j'ai fait des enquêtes, je suis aujourd'hui affirmatif sur le fait qu'Idriss Déby est disculpé de cette affaire. Mais voilà quelqu'un. Vous avez la possibilité d'aller au Tchad aussi, de faire des enquêtes. Alors justement pas. Et c'est là pourquoi c'est la raison pour laquelle, comment il s'appelle, Reed Brody vous raconte des histoires. Qu'est-ce qu'il vous a dit Reed Brody? Et j'ai réécouté avec attention son entretien ce matin. Il vous dit, on veut un procès exemplaire. On veut un procès où la défense participe. On veut un procès où la défense va aller au Tchad. Madame Touré nous a menti, une fois de plus, Robert Dossou nous a menti. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, vous inquiétez pas, il y a quelques mois, on vous garantit qu'on va vous organiser les conditions pour la défense d'aller au Tchad avec toutes les conditions de sécurité. Quand vous lisez l'accord qui a été passé à la va-vite, une fois qu'on a eu déposé notre plainte contre le Sénégal devant la Cour de la CEDEAO. Il y a eu un accord passé entre le Tchad et le Sénégal. Cet accord prévoit des procédures d'enquête et d'entraide judiciaire internationale qui sont réalisées par qui? Par des juges d'instruction. Il n'y a pas un mot sur les conditions, Monsieur Diop, des conditions dans lesquelles moi je vais me rendre au Tchad. Et il y a quelques jours, j'ai reçu, et tous les confrères ont reçu des lettres des chambres africaines qui nous disent « Dénoncez-nous le nom de vos témoins à décharge, nous allons nous-mêmes les interroger ». C'est donc bien la preuve que Reed Brody nous raconte des histoires. Donc vous n'avez pas la possibilité, vous, d'aller au Tchad, de faire une enquête à décharge? Ce n'est absolument pas prévu, ni par les statuts. Il n'y a pas un texte qui dit ça dans les statuts, puisque les droits de l'avocat dans les statuts commencent au moment de la mise en examen. Et comme vous le savez, aucun code de procédure de pays francophone, de système continental, ne permet à un avocat d'aller interroger des témoins. Donc ce n'est que les règles internationales qui permettent ça. Les statuts ne le prévoient pas. L'accord Tchad-Sénégal, et donc là-dessus, on nous a raconté, on nous a fait de la manipulation et on nous raconte des histoires depuis le début sur le fait que la défense va pouvoir aller au Tchad faire des enquêtes. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que si j'avais donné le nom et si j'avais dénoncé le nom de mes témoins, mais enfin j'envoie des gens à la mort. Pourquoi? C'est simple. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Il y a un nombre de gens qui disparaissent.
Rappelez-vous les questions que vous posiez à Reed Brody. Il y a des gens qui disparaissent, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Donc si je donne le nom de gens, de témoins à décharge, qu'est-ce qui me garantit que les services secrets d'Idriss Déby ne vont pas éliminer ces personnes? Et vous pensez au moment où aujourd'hui le Tchad est sous le feu de dérape, sous le feu de l'actualité par rapport au dossier d'Habré, qu'un témoin identifié au Tchad, le pouvoir peut aujourd'hui le faire éliminer? C'est sûr ça? Je pense qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles la défense peut organiser des visites sur le terrain, comme c'est prévu par les tribunaux sur la Yougoslavie, sur la CPI, la Sierra Leone ou le Cambodge, ne sont pas prévues par ces textes. Pointe à la ligne. Ça veut dire que le Sénégal n'accepte pas les règles posées par les tribunaux internationaux et se qualifie lui-même comme un organe purement national qui limite l'intervention des avocats à une sorte de parodie de justice où on est là pour faire joli, pour accompagner un processus de condamnation. Mais le Sénégal était obligé d'extrader ou de juger Hissène Habré. La Cour internationale de la justice avait demandé au Sénégal, soit vous l'extradez, soit vous le jugez. C'est en ce moment que le Sénégal a demandé au niveau de l'Union africaine qu'est-ce qu'il faut faire du dossier d'Hissène Habré. Oui. Et aujourd'hui, le Sénégal est dans un dilemme, obligé de juger. C'est pourquoi il prend cette responsabilité dans ce dossier, non? D'accord. Il n'y a pas de contradiction entre la Cour internationale de justice, la décision de la Cour internationale de justice et la décision de la Cour de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que la Cour internationale de justice, elle dit quoi? Elle dit vous devez soumettre l'affaire à vos autorités compétentes. Le seul problème, c'est que il y a eu un véritable balai absolument infernal entre le Sénégal et la Belgique devant cette Cour internationale de justice, où on a raconté tout et n'importe quoi, on veut juger, comme si on n'avait pas déjà jugé. La Cour internationale de justice ne s'est pas penchée sur la nature des décisions qui ont été rendues dans l'affaire Habré, en l'absence de Habré et de ses avocats, et sur leur caractère définitif et sur leur caractère d'autorité de la chose jugée. Quand la Cour internationale de justice dit vous devez soumettre l'affaire à vos autorités compétentes, elle ajoute une chose qu'on oublie tout le temps. Elle a dit mais vous, autorités compétentes, vous avez le droit de soulever tous les obstacles qui ont été rendus. Si vous lisez l'article 19 des statuts, ils disent lui-même que le non bis in idem, le double jeopardy, tout ce qui permet de considérer qu'une affaire a déjà été jugée, doit être soulevé. Donc ça veut dire que de même, le procureur devrait dire et constater que Hissène Habré a déjà été jugé, donc on ne peut pas le juger. Mais surtout, ce que dit la Cour internationale de justice, quand elle dit « vous devez soumettre l'affaire aux autorités compétentes », on ne doit pas soumettre l'affaire n'importe comment. Et c'est là où la responsabilité de la Cour de la CEDEAO est très importante. C'est-à-dire que dans ce procès qui s'annonce, elle doit surveiller les conditions dans lesquelles, dans cette brèche qui a été ouverte, ce procès doit être examiné. Or, la Cour de la CEDEAO, qu'est-ce que nous lui avons dit? Nous lui avons dit ce procès est impossible, ce procès est inéquitable, pour les différentes raisons que je viens d'évoquer. Ça veut dire donc que la Cour de la CEDEAO reste le gardien des droits de l'homme dans cette procédure qui s'annonce. Quand M. Makefal, qui ne fait pas d'enquête, va au Tchad, qu'est-ce qu'il récupère? Encore une fois, je le répète, il va récupérer un dossier d'une commission d'enquête réalisée par le président Idriss Déby. Comment peut-on penser que celui qui vient d'organiser un coup d'État, qui a donc besoin d'avoir une apparence de grand démocrate vis-à-vis des puissances occidentales qui l'ont mis sur place, et qui va organiser une commission d'enquête bidon, peut faire un travail sérieux, si ce n'est pour accuser celui qui vient de sortir du pouvoir? Et pourtant, il ne fait rien pendant 10 ans. Et aujourd'hui, et c'est là où c'est grave, et c'est là où je mets en cause sérieusement Reed Brody, qu'est-ce qui se passe 10 ans plus tard? J'ai la preuve dans le dossier, j'ai la preuve, oui, dans le dossier, mais partout, dans tout ce qui a été dit. J'ai la preuve qu'il y a un véritable travail de concertation entre les ONG et le Tchad. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Reed Brody, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, mais c'est ce chasseur là, qui, semble-t-il, a perdu les principes de la profession d'avocat et les règles qui l'obligent. C'est-à-dire que ce chasseur, il vous a dit, je reprends ces termes que j'ai entendus ce matin, il se promène au Tchad, invité, je ne sais pas trop comment. Il se promène dans un bâtiment et il découvre dans une cellule poussiéreuse, 10 ans plus tard, l'ensemble des archives de la DDS. Mais ça ne vous fait pas sourire? Ça ne vous fait pas sourire que... Non, il ne parle pas d'ensemble. Il a dit qu'ils ont trouvé certains documents de la DDS. Ils ont découvert les archives de la DDS. Voilà. Ils ont découvert les archives de la DDS. C'est-à-dire que mais le pouvoir tchèque... Il dit quelques archives. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai constaté... D'accord, bon, enfin, les archives de la DDS. Ça voudrait dire donc que pendant 10 ans, ces documents qui sont aussi sensibles auraient été laissés par le pouvoir de Déby dans une salle et que donc on aurait par hasard découvert, etc. Et ça va plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, les services de sécurité tchadiens ont donné un mandat à Human Rights Watch de reconstituer ces archives.
On a les preuves de ça. Ah bon? Oui. Quelles sont ces preuves? Ben, ces preuves, on les sortira le moment venu. On a les documents qui prouvent ça. C'est un peu grave là. Mais non, c'est pas grave. Que le service secret tchadien Mais ont bien donné un sûr. mandat à Human Mais Rights Watch bien sûr. de reconstruire les archives. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait, puisque en fait, on leur demande, ils découvrent ces archives, on leur demande, donc ces archives constituées par la DDS, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans? Qu'est-ce qui me prouve, moi, qu'il n'y a pas eu un travail fait par les services secrets tchadiens sur ces archives-là? Moi, on me dit qu'on a fait le tour à N'Djamena, des quartiers, pour aller chercher des témoins, pour raconter n'importe quoi. Enfin, je ne sais rien, mais bon, c'est ce qu'on me dit. Donc, en fait, il y a eu un travail sur ces documents pendant 10 ans, qu'on redécouvre subitement. Et on demande à Human Rights Watch de faire un travail de reconstitution de ces archives dont il vous a parlé. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail de concert. Vous ne trouvez pas qu'il est très complaisant, Reed Brody, avec le régime Déby? Qu'est-ce qu'il a dit? Il parle, franchement, il est avocat. J'ai relevé, il parle des victimes des crimes d'Hissène Habré. Il ne parle pas des faits qui ont été commis entre 82 et 90 au Tchad. C'est quand même d'une imprudence et c'est quand même une violation de la présomption d'innocence évidente. Ces gens-là qui sortent des dossiers, qui pourraient être d'ailleurs dans le dossier d'instruction, affirment des choses qui font partie du travail d'enquête des juges d'instruction. Qu'est-ce qui se passe depuis des mois qu'on dénonce? Il y a un budget de communication, il y a des personnalités invitées au Tchad sans arrêt, des ministres viennent inaugurer son institut. C'est comme Jeune Afrique. Ces gens-là travaillent pour le Tchad, font du Tchad un beau pays, etc. Alors qu'ils ont des responsabilités dans l'affaire Habré. Donc je dis qu'il y a un travail de communication qui est fait. Depuis quand on fait un budget de communication dans une affaire de cette importance? Et il y a un matraquage. À l'émission de la RTS, est-ce qu'on a été invité? Il y a le monsieur, comment il s'appelle, le procureur général adjoint, il est là avec les avocats des parties civiles, il est là avec tout le monde. Est-ce qu'on a invité les avocats d'Hissène Habré? Il n'y arrête pas depuis des mois d'avoir un matraquage judiciaire. Là, on ne fait pas le procès peut-être de ces gens-là, on est en train de faire une émission pour comprendre un peu votre position par rapport à l'affaire d'Hissène Habré. Je voudrais qu'on revienne un peu à ça et surtout parler aujourd'hui des victimes. Des personnes qui sont venues au Sénégal, qui ont été entendues par les chambres, qui disent avoir été victimes d'Hissène Habré. Qu'est-ce que vous faites de ces victimes? Bon, vous pensez que c'est qu'ils racontent des balivernes? D'accord, pour l'instant, je ne suis pas informé que ces victimes ont été entendues. Les chambres d'instruction, ils ont déposé plainte, ces victimes. Ils se sont constitués partie civile. Partie civile, voilà. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été entendus. Ils se sont constitués partie civile, c'est-à-dire qu'il y a une lettre d'un avocat qui dit « je représente un certain nombre de personnes et je me constitue partie civile ». Tout ce que je dis, moi, dans cette affaire, c'est qu'à partir du moment où je dénonce un travail qui est fait d'un commun accord entre Reed Brody et les services tchadiens, où je constate qu'il y a quand même des faits qui sont extrêmement préoccupants. Monsieur Alioune-Tine, qui a été au cœur de cette bataille et qui a aussi fait le voyage de N'Djamena sans arrêt. Tout ce que je constate dans les déclarations qui sont faites dans la presse, je voudrais juste en lire un mot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alioune-Tine de l'Arado a déjà effectué 3 visites au Tchad ces derniers mois pour mettre en place un atelier de préparation et d'entraînement des témoins. Le choix des témoins de sexe féminin a été préconisé dans une stratégie de communication visant à émouvoir le public. D'intenses briefings se sont déroulés pendant lesquels Alioune-Tine et ses acolytes tchadiens encadrent les déclarations des témoins afin d'éviter les propos vagues, imprécis, les contradictions. Un procès clé en main avec la création d'un centre de recrutement, de préparation et de formation pour témoins. Ils ont même pensé l'installer à Massaguet, loin des regards indiscrets. Qu'est-ce que dit Reed Brody? C'est vrai que de nombreuses guerres... C'est ça qu'il a écrit, ça. C'est la presse. Quelle presse? C'est la presse sénégalaise. Quelle presse sénégalaise? Écoutez, je ne sais pas. C'est une citation. C'est une citation. C'est un document qui est versé devant la cour de Sénégal. C'est qu'ils écrivent, parce que dire que c'est un procès clé en main aussi, c'est trop facile. Reed Brody, qu'est-ce qu'il déclare? C'est vrai que de nombreuses guerres entre Tchadiens ont eu lieu. C'est vrai que la Libye a fait une guerre terrible au gouvernement d'Hissène Habré, qu'elle a dû commettre des crimes contre l'humanité. Nous le savons pertinemment, mais cela ne nous intéresse pas. Comme ne nous intéresse pas le fait que les partisans de Hissène Habré aient été massacrés, torturés, exécutés par les chefs de guerre tchadiens, ou encore par les militaires libyens. Tout cela, nous le savons, mais on s'en moque. Seul Hissène Habré nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe en 1979 en Tchad? On nous a parlé du génocide sur les musulmans du Sud, organisé par le colonel Kamougué. Ça n'intéresse pas le président Macky Sall? Ça n'intéresse pas Madame Touré? C'est-à-dire que on est dans un procès ciblé. Mais Kamougué n'est pas au Sénégal. C'est Hissène Habré qui est au Sénégal. On a demandé à juger Hissène Habré qui est au Sénégal. D'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des événements au Tchad qui ne sont pas simplement dans la période 82-90 et qui justifieraient un examen plus large.
pour essayer de déterminer les responsabilités. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit, comment il s'appelle, Ryd Brody. Il vous parle de Septembre Noir. Depuis très longtemps, il implique Hissène Habré dans Septembre Noir. Pour la première fois, au tout début de son interview avec vous, il vous dit, assez embarrassé, oui, effectivement, il y a des responsabilités peut-être d'Idriss Déby. C'est vrai qu'il était commandant en chef des armées du Sud. C'est vrai qu'il a pacifié le Sud. Et c'est vrai qu'il a été impliqué dans Septembre Noir. Qu'est-ce que je réponds à ça? J'en ai parlé avec le président Hissène Habré ce matin. Il me dit, moi, dans cet épisode qu'il conteste, de qualification de Septembre Noir, mais on ne va pas rentrer dans les détails, moi j'étais au pèlerinage à la Mecque. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui on a un véritable procès international qui vise à déterminer les responsabilités, avec des directeurs de cabinet, des commissaires, des chefs de cabinet, des chefs de guerre, des commandants de services de sécurité, etc. On a un appareil d'État et on a des responsabilités individuelles. Là, on a quoi? On a Hissène Habré et on a une cohorte de plaignants. L'État tchadien a disparu. C'est pour ça que ce procès est surréaliste. Et la preuve en est... On est quand même président de la République, même si on est en président de la Mecque aussi, on est responsable du pays. Même hors du pays, on est responsable de la gestion du pays. On rend compte de la marche du pays. Ah, on est responsable de la gestion du pays et vous pensez que, étant à la Mecque, quand on confie à Idriss Déby le soin de gérer le conflit avec Kamougué au sud, on va examiner toutes les conditions dans lesquelles la guerre, c'est une guerre qui est menée dans le cadre d'une guerre civile avec des combattants de Kamougué, dans les conditions dans lesquelles on va attaquer ces forces armées ennemies dans des villages. Mais l'article 29 de la Chambre prévoit aussi que même si un président est en exercice comme Déby est là, s'il est convoqué, que le tribunal pourrait l'entendre. Oui, d'accord. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux, ça? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... C'est une question, c'est le texte de la Chambre. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'Idriss Déby va... Vous avez aussi le droit, vous, en tant qu'avocat, de faire convoquer Déby à la barre pour... Ah, vous pensez que j'ai le droit de faire convoquer? Un avocat, non? Vous savez quoi? Même les victimes n'ont même pas ce droit-là. C'est-à-dire qu'on est dans un système où c'est le parquet sénégalais qui a tout vissé. C'est-à-dire que le champ des poursuites est circonscrit aux décisions du parquet sénégalais. C'est lui qui définit les champs. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement grave de voir Mbacké Fall revenir, le procureur général du Tchad, revenir du Tchad et disculpant le président Idriss Déby. Ça veut dire donc que tous les faits pour lesquels... Pour le moment, M. Idriss Déby n'est pas dans la procédure. Pour le moment, c'est important. Il n'est pas dans la procédure, il l'a disculpé. Mais pour le moment, c'est important. Hein. Non, mais ça veut dire que, écoutez, il rend un service. Il rend un service, c'est-à-dire que Idriss Déby finance toutes ses affaires. Idriss Déby, le jour de l'arrestation d'Hissène Habré, a célébré cette affaire de façon indécente, je crois que vous l'avez relevé vous-même, qui montre à quel point on est en présence d'un procès politique, où un homme politique tchadien remercie son frère sénégalais d'avoir arrêté son ennemi de toujours. On est en dehors d'un processus judiciaire normal. Et ça, c'est la récupération politique. C'est un jour chômé, c'est de l'argent. C'est à quel point les juges d'instruction aujourd'hui, tout le monde est financé, certains Mais est-ce que cette manifestation peut influer sur la procédure? Comment? Est-ce que le fait que vous avez organisé une journée fériée, chômée et payée, ça peut influer sur la procédure qui se déroule ici au Sénégal? Mais je dis, ça porte la marque de la signification de ce procès. C'est-à-dire que dans une affaire où il n'y a pas encore d'enquête de la part d'un juge d'instruction, le président de la République remercie les autorités sénégalaises pour le service qu'ils lui ont rendu dans une arrestation que j'ai qualifiée de kidnapping, et alors qu'aucune enquête a été faite. Donc ça veut dire que ce que je dénonce là, et ce que j'essaie de vous dire, et c'est la raison pour laquelle je marque ce lien et cette connivence entre certaines ONG et les services tchadiens. C'est-à-dire qu'on est dans des procédures ciblées, comme ils le disent eux-mêmes. C'est-à-dire que quand il y a un conflit qui se termine, et quand Idriss Déby prend le pouvoir, et qu'on commence à réfléchir sur l'organisation de la justice, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'avoir une certaine connivence avec le procès, et donc on va choisir, il explique, on va prendre cet épisode-là, pas d'autres. On va prendre là où il y a une responsabilité d'Hissène Habré, parce que le reste ne nous intéresse pas. C'est pas le travail d'un procureur, c'est pas le travail d'un procureur objectif. Moi, ce que je sais, c'est que Mbacké Fall, quand il est allé au Tchad, on a la preuve aussi, on pourra vous la communiquer, il fait des déclarations à la télévision publique, dans laquelle il dit « moi je viens là pour instruire à charge ». Et quand le procureur de N'Djamena lui dit « mais écoutez, procureur de N'Djamena, on pourrait penser qu'il est pas cheville, on combine avec lui, mais disons, enfin, il est dans le même schéma de poursuite. Il lui dit, mais vous ne pouvez pas faire ça, enquêter à charge et à décharge. Mbacké Fall se plaint auprès du ministre de la Justice, qui se plaint à Idriss Déby, le procureur de N'Djamena, est limogé.
C'est-à-dire que comment voulez-vous que le président Hissène Habré accepte un procès, accepte des chambres, où celui qui va participer à la collection des preuves au départ ne fait pas d'enquête, récupère les bribes de faits remis par les services de sécurité ou par Human Rights Watch qui travaille avec les services de sécurité, et que le procureur nous dit, bon, en une semaine, Idriss Déby n'a rien fait, et en plus, tous ceux qui me gênent, je les limoge. Mais ici, vous êtes dans un procès, vous êtes de la défense, vous avez quand même des droits. Vous pouvez récuser les responsabilités ou bien des choses qui ont été collées à votre client, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Alors, pour récuser, encore faudrait-il participer. Je vous ai expliqué que mon problème, c'est quoi? Je vais récuser qui? Je vais récuser Mbacké Fall pour le faire remplacer par qui? Les chambres. Non, Même les chambres, pour le faire remplacer par un autre procureur. Désigné par qui? Par Madame Touré. Le problème, si vous voulez, c'est que dans des tribunaux internationaux, c'est pas forcément le procureur national qui fait toutes les enquêtes, ça peut être un procureur international aussi. Madame Touré, qui est le patron de l'action publique au Sénégal, désigne celui qui va, elle peut lui-même lui conférer des instructions écrites. C'est le code de procédure pénale qui le dit. Donc Mbacké Fall, il travaille pour Madame Touré, qui travaille pour Macky Sall, elle n'est que l'exécutante de Macky Sall. Le tribunal, c'est un tribunal spécial. Aujourd'hui, le tribunal des chambres africaines, c'est l'Union africaine qui a demandé la mise en place. Madame Touré ne peut plus avoir de mainmise sur le fonctionnement des chambres. Normalement. Mais écoutez, elle a eu une mainmise sur le processus de désignation des magistrats. Désignation ne va pas lui donner des instructions pour le travail. Voilà. Il y a quand même des magistrats, quand même, c'est les gens qu'il faut respecter. Même peut-être les magistrats aussi, eux, faire leur boulot parce qu'ils sont hors de la structure du Sénégal. C'est des chambres africaines. Eh bien, si les procureurs du chambre africaine étaient à ma place, ou les juges d'instruction étaient à ma place, ils vous diraient, nous on travaille selon les règles du code de procédure pénale sénégalais. C'est-à-dire que si demain matin, Madame Touré veut leur donner des instructions, elle pourra le faire. Si par exemple, on découvre des faits pendant cette même période qui pourraient impliquer la responsabilité d'Idriss Déby, il va donc y avoir une décision au plus haut niveau pour savoir si on étend la poursuite à ces faits-là. Il est évident que Mbacké Fall ne va pas faire de folie. Il ne va pas prendre une décision d'inclure la responsabilité de la découverte d'un fait impliquant directement Idriss Déby sans l'accord de Madame Touré, sans l'accord du président Macky Sall. La loi lui permet, avec les chambres, si la loi de l'article 29 ou 9, si je me rappelle, de l'organisation de digue, si au cours du procès, un chef d'État en exercice est désigné, il sera entendu par la Cour. Bon, il sera vous pouvez entendu par exercer la ce Cour. droit-là, vous, mais en tant qu'avocat. Non, c'est pas moi qui exerce des droits, c'est le parquet qui définit le champ des poursuites. Okay, donc ça veut dire que c'est Mbacké Fall qui définit ce champ des poursuites en accord avec ce ciblage qui a été organisé en collaboration avec les ONG, parce qu'en fait, ils ne veulent pas faire un procès sur toute la période qui permettrait de comprendre l'histoire de ce pays, de ces guerres, de ces conflits, pourquoi il y a des morts, etc. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent une tête. Et je voudrais faire quand même une incidente sur ce qui se passe au Sénégal. Vous avez posé des questions intéressantes et importantes en essayant d'élargir le débat sur les processus de réconciliation, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe en Casamance ? Vous connaissez Pierre Sané, non pas comme moi, que je ne connais pas, mais vous savez ce qu'il a pu écrire sur la Casamance. Vous savez qu'on a parlé de charniers, vous savez qu'on a parlé de camps militaires sur des charniers, vous savez qu'on a parlé de faire des enquêtes. Vous savez qu'aujourd'hui, on pense qu'il convient de lever des mandats d'arrêt, qu'il convient de faire des amnisties, qu'il convient d'entrer, c'est Madame Sidibé qui le préconise, dans un comité vérité, justice et réconciliation. Donc ce que je dis, moi, c'est que pour que les Sénégalais comprennent cette affaire, qu'est-ce qui fait qu'en Casamance, si les Sénégalais ont envie de se réconcilier avec leurs frères de Casamance, et si on met en place ce processus, c'est parce qu'on se rend compte que c'est difficile de rentrer dans un processus judiciaire où les uns vont dire « oui mais tu as fait ça, mais toi tu as fait ça, etc. etc. » Et donc il y a un certain nombre de pays qui rentrent dans ce processus. Qu'est-ce qui fait qu'à contrario, le Sénégal s'implique dans une affaire qui est à des milliers de kilomètres avec des gens qui ne parlent pas la même langue, si ce n'est parce qu'il y a quelqu'un au Tchad qui finance ce procès et qui a un agenda politique, puisque Hissène Habré est le cauchemar d'Idriss Déby, et qui veut le casser, et qui aujourd'hui remercie effectivement les autorités sénégalaises d'avoir organisé ce matraquage et cette arrestation, etc. Mais je rappelle aussi que le Sénégal était obligé de faire soit d'extrader Hissène Habré ou de le juger selon la Cour internationale de justice. Donc le Sénégal est obligé de respecter ses engagements internationaux. Alors, je dirais là-dessus que le Sénégal a d'ores et déjà répondu à ses obligations.
puisque je qualifie le jugement rendu en 2000 de jugement. J'ai entendu Mme Moudena quand elle m'a répondu, puisque vous avez aussi respecté l'équilibre. Je suis désolé de vous dire que Mme Moudena ne connaît pas les règles de procédure pénale. Ces jugements ont l'autorité de la chose jugée. Et vous savez d'ailleurs, ce statut est tellement mal rédigé par des gens incompétents qu'ils auraient très bien pu dire qu'en fait, on ne pourrait pas opposer à la procédure des chambres africaines des jugements qui ont été rendus, sauf si c'était des jugements qui avaient des qualifications particulières si Hissène Habré avait été condamné ou acquitté. Or, ce n'est pas ce qui est dit dans les statuts des chambres africaines. On dit simplement s'il a été jugé. On ne va pas rentrer dans des débats techniques, mais j'ai la démonstration par plein de procédures devant les cours européennes des droits de l'homme et la Cour de justice des communautés européennes que les obstacles de procédure qui empêchent des poursuites, empêchent de nouvelles poursuites quand on a rendu des décisions et que ces décisions, même si c'est décisions de classement, même si ce n'est pas le grand procès d'assises qu'on aimerait, empêchent des poursuites et qu'elles ont l'autorité de la chose jugée. De toute façon, c'est comme ça pardonnez-moi, c'est comme ça que la Cour de la CEDEAO a qualifié ces décisions et cette Cour a autorité. Les autorités sénégalaises doivent respecter cette décision. Elles ont dit qu'elles ont autorité de la chose jugée, donc on doit les respecter. On n'est pas dans une procédure assez différente. Les cours internes, nationales, il y a quand même les cours, les tribunaux internationaux qui sont au-dessus de ces cours nationales. Et ensuite, leurs compétences et les cours, comment on appelle ça, les tribunaux internationaux, leur responsabilité est beaucoup plus étendue que celle des cours nationaux. D'accord, mais comme je viens de vous le dire et de vous le démontrer tout au long de ce début d'entretien, on n'est pas devant une juridiction internationale. On est des juges sénégalais, on a des règles de procédure. Considérez-vous que les tribunaux extraordinaires ne sont pas internationaux? Comment les qualifier? Si je pense à des histoires sombres de l'histoire française, on est devant des sections spéciales sénégalaises qui appliquent des principes de rétroactivité. Je pense à des exemples très précis dans l'histoire judiciaire malheureuse de l'histoire de France. On est devant des sections spéciales sénégalaises qui appliquent des principes de rétroactivité par des juges sénégalais et qui appliquent des règlements de procédure qui empêchent les avocats de se défendre. Voilà tout ce que je peux dire sur cette affaire. Je voudrais maintenant faire un autre développement, si vous permettez, puisqu'on nous interroge toujours sur notre stratégie. J'ai expliqué qu'on n'est pas devant une juridiction internationale. Mais quand même, lorsque l'État sénégalais a mis en place, sur les conseils de la Cour de la CEDEAO, ces chambres africaines, il a donc signé un traité. Ce traité, c'est la Constitution qui le dit, devait être signé par le président de la République. Il devait être ratifié par le président de la République. Il devait y avoir une loi d'autorisation par le Parlement. On devait interroger le Parlement. Je fais une incidente là-dessus. Au Cambodge et en Sierra Leone, on a fait tout le contraire. C'est le Parlement qui a fait tout ce processus. Ce n'est pas Mme Touré et M. Dossou qui, dans un coin de table, vont signer un accord. Cette loi d'autorisation devait être publiée. Et ultérieurement, le président Macky Sall devait prendre un décret de ratification. Ça, c'est le processus. Pourquoi? Parce que c'est la procédure. On est devant une juridiction internationale, donc il faut respecter les traités. Enfin, c'est la Constitution. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On a un article 11 des statuts qui nous dit c'est le président de l'Union africaine qui désigne les juges. On a un article 90 de la Constitution qui nous dit c'est le président Macky Sall qui désigne les juges. Donc aujourd'hui, ce que je vous dis, et c'est la raison de cette conférence de presse que j'ai faite tout à l'heure, nous avons saisi la Cour suprême, en qui le pouvoir sénégalais a tellement peu confiance qu'il ne l'a pas interrogé sur toute cette procédure. On a nommé des magistrats qui n'ont aucune expérience internationale, et on n'a surtout pas interrogé le Conseil constitutionnel. Quand on ratifie un traité, on s'interroge, c'est l'article 97 de la Constitution, s'il y a des contradictions éventuelles entre la Constitution... Mais le président peut aussi déléguer les pleins pouvoirs à quelqu'un. ...et le traité. Attendez, je suis là sur la contradiction. Lorsqu'il y a contradiction entre la Constitution et le traité, on doit interroger le Conseil constitutionnel. Le président Macky Sall n'a pas confiance en son Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il n'était pas prudent? Quand la France ratifie la CPI, il y a des problèmes d'immunité, il y a des problèmes de souveraineté nationale. Quand le Sénégal a ratifié le traité OHADA, on interroge le Conseil constitutionnel. Pourquoi dans l'affaire Habré, on fait dormir le Conseil constitutionnel? Donc nous avons attaqué un décret. Le décret par lequel le président Macky Sall se fait harakiri sur ses pouvoirs de l'article 90 de la Constitution et laisse le président de l'Union africaine désigner, il n'y a pas de problème, les magistrats africains, mais y compris les magistrats sénégalais. On est dans une juridiction hybride. Pourquoi le président Macky Sall s'est privé de son droit de désigner les magistrats sénégalais? Cette contradiction-là, nous avons demandé donc à la Cour suprême de saisir le Conseil constitutionnel, c'est obligatoire, et
le Conseil constitutionnel doit examiner si oui ou non la Constitution a été violée. Après, on verrait bien si effectivement il y avait bien ce tribunal international. Mais donc nous avons aujourd'hui entamé cette deuxième procédure, différente de la Cour de la CEDEAO, pour faire constater au peuple sénégalais qu'on a écarté le Conseil constitutionnel, tout ça parce qu'on est dans la précipitation, on est dans l'impunité, non pas celle du président Habré, mais dans celle du gouvernement sénégalais. Il a un agenda. Son agenda, c'est celui qui fait qu'on utilise l'argent tchadien en premier pour construire une prison pour celui vis-à-vis duquel on n'a jamais fait d'enquête et qu'on a mis en résidence surveillée pendant 13 ans. Voilà ce que les Sénégalais doivent savoir. Mais est-ce que dans tout ça, vous pensez aussi aux victimes tchadiennes? Celles qui accusent Hissène Habré de les avoir tués, fait tuer leurs enfants. Est-ce que vous pensez à eux? Je pense à toute l'histoire du Tchad. Et je pense à toute l'histoire du Tchad et j'entends parler des gens et les victimes. Vous pensez aux victimes? Écoutez, pourquoi vous parlez de victimes? Je pose la question. Pourquoi vous parlez de victimes? Parce que les gens ont parlé de victimes. Je pose des questions. D'accord. Alors, le citoyen sénégalais, qui n'a pas l'expérience peut-être du procès judiciaire, doit savoir que la victime, c'est la personne dont le nom est constaté dans un arrêt de condamnation. Le président Habré n'est pas condamné, donc il n'y a pas de victime. On enquête sur les faits qui ont été commis entre 82 et 90. Oui, les organisations de droits de l'homme parlent de plus de 1208 personnes décédées, tuées par la DDS et tout. C'est quand même... Il y a une présomption d'innocence. C'est pas une invention de l'esprit qui sort ces gens de choses-là. Mais ça, je ne sais pas. Je pose la question. Je ne sais pas. En 10 ans, qu'est-ce qu'ont fait les services tchadiens? On s'aperçoit que quand ils déposent plainte en 2000, il y a 7 personnes. Il n'y en a pas 40 000, il y en a 7. En 2008, il y en a 14. Aujourd'hui, il y en a 1000. Bon, peut-être que dans 15 jours, il y en aura 2000. En tout cas, il n'y en a pas 40 000. Est-ce que les personnes qui ont déposé plainte aujourd'hui sont les mêmes que celles qui ont été entendues dans la commission d'enquête? J'en sais rien. Il y a des questions à se poser. Nous avons quand même entendu un témoignage d'un Sénégalais, Abdrahman, je pense, Gaï, qui a dit qu'il a été torturé par les services secrets d'Hissène Habré, qu'il est venu témoigner, qu'il a acheté de l'or et tout. C'est faux. Pourquoi? Vous dites que c'est faux? C'est faux parce que, attendez, vous savez, moi je suis avocat depuis 34 ans. J'ai défendu je ne sais combien de Sénégalais devant les juridictions pénales françaises, de Maliens, dans des procédures où ces personnalités me racontaient qu'ils étaient victimes de torture, qu'ils étaient tabassés au commissariat de la Goutte d'Or. Donc je ne suis pas venu au Sénégal pour prendre des leçons de droits de l'homme. Ça c'est une chose que je voudrais dire à tout le monde. Mais surtout, je regrette à cette époque de ne pas avoir déposé des plaintes pour crimes contre l'humanité, contre Georges Pompidou, contre François Mitterrand, sur la base des rapports des ONG, de la FIDH et de la Ligue des droits de l'homme, qui disaient qu'on matraque les gens et les Sénégalais dans les commissariats français. Ça veut dire donc que vous pensez que Hissène Habré est là avec son talkie-walkie, on arrête un trafiquant d'or, parce que c'est pas autre chose, qui vient de Bangui avec de l'or, qui est arrêté, non pas par les services secrets, mais par les douanes ou la police de N'Djamena. Il est apparemment tabassé, torturé, c'est lui qui le prétend, et peut-être qu'il peut le prouver, je ne sais pas. Et vous pensez qu'Hissène Habré est préoccupé par cette affaire? Et Madame Moudena, qui enquête depuis des années, qui fait sûrement un travail remarquable, je ne sais pas, de défenseur des droits de l'homme, mais elle vient vous voir en réponse à mon intervention. Tout ce qu'elle a trouvé à vous dire en l'espace de 10 ans de travail, c'est un Sénégalais qui aurait été victime de torture, qui n'est impliqué dans aucune fraction politique, qui n'est ni membre des factions de Kamougué, ni de Goukouni, etc. Et vous pensez que Hissène Habré, c'est ça le message? C'est-à-dire que ces gens-là travaillent depuis des années, ils nous amènent un Sénégalais qui a été torturé parce qu'il trafique de l'or? Oui, le Sénégalais, c'est parmi les survivants, ils disent, parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, d'accord. Alors qui sont les autres? C'est ce qu'ils disent, mais monsieur Diop... Ils ont d'autres documents. Aujourd'hui, ici, on n'est pas devant le tribunal, on est en train d'expliquer. Voilà. C'est devant le tribunal que vous voulez démonter peut-être toutes ces preuves qui ont été avancées pour vous qui ne sont pas les bonnes preuves. Devant le tribunal, devant les juges. Je dis de façon très claire que je n'ai aucune confiance dans ce que nous racontent les ONG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre dossier, nous constatons que Alioune Tine revient du Tchad, lui qui a combattu pour les droits de l'homme au Sénégal et qui a fait ces voyages que j'ai dénoncés tout à l'heure pour cibler, pour organiser un procès en amont qu'on va récupérer et qu'on va renvoyer devant les chambres africaines, comme Reed Brody. C'est ça, en fait le problème c'est ça, c'est que ces ONG ont travaillé de concert avec l'État tchadien pour monter un procès en amont qu'on balance au Tchad en application du statut, qu'on balance au Sénégal en application du statut, et grosso modo le procès il est déjà fait. Et en plus moi j'ai pas de pouvoir d'enquête. Alioune Tine, qu'est-ce qu'il fait? Il va au Tchad, je vous l'ai dit. Récemment, il est devenu médiateur. Il est devenu médiateur dans le cadre d'un conflit opposant le président Idriss Déby à son secrétaire général pour détournement. Il est financé pour ce travail de médiateur, c'est bien normal. Et il sort du Tchad en disant « Oui, mais les prisons tchadiennes sont aux normes internationales. » Je lis ça sur Internet. Alioune Tine qui dit ça, enfin, ça vous choque pas?
Ah bon, il a dit ça? Apparemment. Vous avez des preuves de ça? Écoutez, regardez Internet. Brody, il revient... Internet, c'est pas l'évangile. Écoutez, d'accord, mais enfin, il l'a dit, et ça a choqué beaucoup de défenseurs des droits de l'homme. Madame Moudena, on me dit quoi? On me dit qu'elle est en entretien avec le président Idriss Déby. Elle aussi, elle a son combat. Mais elle entretient avec le président Idriss Déby. Qu'est-ce qu'elle lui raconte? Je ne sais pas. Attendez, juste un exemple là-dessus. Elle doit partir sur Paris. On arrête, la présidence de la République arrête l'avion d'Air France, au point que le commandant de bord d'Air France va déposer plainte. Donc ça veut dire que tous ces gens-là, comme Brody lui-même, travaillent parce qu'ils ont ciblé la personne d'Hissène Habré dans un concert d'organisation d'un procès où en fait on a une cible et on veut condamner. Donc tout ce qui vous a raconté Reed Brody sur le fait que ça va être un exemple formidable pour l'Afrique, tout ça c'est faux. On sait très bien. Je vous ai déjà dit ça. Il y a 4 ans, on m'a donné, les juristes de l'Union africaine m'ont demandé mon avis pour organiser des chambres continentales pénales. Vous savez qu'ils ne veulent pas la CPI, ils dénoncent. Le président éthiopien considère même que c'est des racistes, etc. Enfin, c'est absolument incroyable. Total, ils veulent organiser une cour pénale continentale. Et ça fait 4 ans que ça dure. Et j'ai interrogé la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme. Elle me dit, mais ça fait le va-et-vient entre les États, mais ils n'en veulent pas. Et contrairement à ce que prétend Reed Brody, l'affaire Hissène Habré va être le contre-exemple. C'est une mascarade judiciaire. Et vous pensez que pour autant, ça va être la marque par laquelle le président du Soudan, le président du Kenya et d'autres présidents vont être poursuivis? Non. En fait, on a un maillon faible, qui n'est plus dans l'État. On a décidé de le sacrifier pour faire en sorte qu'on va dire à tout le monde, vous voyez, on est des juges, etc. Aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord sur les chambres, vous n'êtes pas d'accord sur la procédure. Votre client aujourd'hui est en détention préventive. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on attend avec impatience la décision de la Cour de la CEDEAO. La Cour de la CEDEAO a pour responsabilité de prendre des mesures provisoires. C'est ce qu'on lui a demandé. Elle va donc prendre une décision en 2 temps. Mesure provisoire qui consisterait à suspendre les procédures pour dire arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de faire un procès inéquitable. Arrêtez d'empêcher les avocats... Si la Cour ne va pas dans le sens que vous souhaitez. Laissez-moi vous répondre. Je vous écoute. Arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez d'empêcher les avocats de s'exprimer. Arrêtez d'empêcher les avocats d'aller enquêter de Tchad. Arrêtez d'empêcher les avocats, etc., etc. Si la Cour de la CEDEAO nous suit, on va suspendre. On va s'entendre, on va se calmer un petit peu et on va attendre la décision au fond. Et donc à partir de ce moment-là, la justice sénégalaise va arrêter de faire n'importe quoi. Donc, et si la Cour ne vous suit pas? On verra bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais écoutez, ne me demandez pas, j'ai toute confiance dans la Cour de la CEDEAO. On a déjà gagné une fois. On a gagné une fois et la Cour de la CEDEAO a dit le seul procès que j'imagine, c'est un procès international selon des règles internationales. Je viens de vous démontrer que le Sénégal ne fait rien de tout ça. Je ne vois pas comment la Cour de la CEDEAO, j'anticipe peut-être, pourrait se déjuger. C'est pas possible. Elle a posé les règles et les critères et les paramètres selon lesquels la procédure devant les chambres africaines doit être développée. Madame Touré fait tout le contraire. Donc la Cour de la CEDEAO devrait normalement nous donner raison. Mais je n'en sais rien, vous avez raison, c'est pas moi qui rédige le jugement. Vous avez vu votre client Hissène Habré, qui est un ancien président. Dans quel état d'esprit il est aujourd'hui? Hissène Habré est un ancien président, comme vous dites, il est un ancien chef de guerre aussi, donc c'est quelqu'un qui a vécu des périodes difficiles dans sa vie, qui a combattu pour son pays. Je voudrais rappeler que pourquoi Hissène Habré fait l'objet d'autant de tracasseries depuis des années. Vous savez, il est un peu à l'image de Lumumba ou de Sankara. Il n'est pas dans le jeu. Il s'est opposé à tout le monde, y compris à Mitterrand. Donc, c'est quand même un homme d'État qui a libéré son pays. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, le souvenir qu'en ont principalement les Tchadiens, c'est quand même qu'il a battu Kadhafi. Kadhafi qui a inondé tous ces gens-là, qui voudraient voir Hissène Habré jugé, tous ces chefs d'État qui s'entendent à l'Union africaine à merveille, qui refusent qu'on définisse les crimes économiques pour lesquels ils pourraient être poursuivis devant une juridiction pénale continentale. Ils sont très contents de le voir dans cet état-là. Pourquoi? Parce qu'ils se protègent eux et qu'ils ont en fait cassé, à l'image d'autres présidents que je viens, ou assassiné d'autres présidents que je viens de noter, tous ceux qui ne sont pas dans les règles du jeu. Donc il y a un accord entre les Tchadiens, entre à l'époque Kadhafi, les Français, pour qui le Tchad est encore quelque chose de très important. Lui, personnellement, comment il vit cette épreuve? Il la vit difficilement, en ce sens qu'il est en colère. Il est en colère de voir qu'il a été mis en résidence surveillée pendant des années
sans acte judiciaire, sans acte administratif, et qui fait l'objet d'une procédure. Enfin, je veux dire, je crois que vous avez lu la lettre qu'a écrite Madame Habré. Ces personnalités sont là au Sénégal, ils sont accueillis, protégés, et on les traite comme des chiens, ni plus ni moins. Ça veut dire que donc... Il y a aussi une lettre d'une veuve qui a écrit aussi à Madame Habré pour lui répondre aussi. Oui, mais écoutez, la veuve ne dit pas que c'est Hissène Habré qui a tué son mari quand même. Et il faut quand même mettre les choses... Comment ? Elle demande justice pour... Elle demande justice, mais c'est ça le problème. C'est que, comme votre exemple de Sénégalais, qu'il y ait une grande procédure pour un tribunal pour le Tchad, etc., on peut comprendre. Mais pourquoi ces gens, pourquoi votre Sénégalais là vise non pas celui qui l'a torturé, mais Hissène Habré? Qu'est-ce qu'il a contre lui? Qu'est-ce qu'il a comme preuve? Vous pensez que Hissène Habré était avec un talkie-walkie en train de prendre des mesures contre votre trafiquant d'or sénégalais? Non. Donc, ce que je dis, c'est que vos prétendues victimes là sont des personnalités que je ne connais pas, qui seront qualifiées comme telles au terme du procédure, mais pour l'instant, je dis qu'il n'y a pas de procès équitable. Donc il n'y a pas de procès, donc il n'y a pas de victime. Et tout ce que je vois, c'est qu'il y a uniquement une immense présomption de culpabilité contre quelqu'un que l'on poursuit, contre qui on s'acharne, alors qu'il n'y a pas d'enquête, qu'on a mis en résidence surveillée, qu'on a privé de tout droit. Et je peux vous dire, puisque vous vous intéressez à la personnalité d'Hissène Habré, les conditions dans lesquelles il vit aujourd'hui. On va le voir à la maison d'arrêt, on n'a pas d'endroit pour discuter avec lui. On est reçu dans un endroit, on est sur des tabourets avec 2 gardiens à côté. Il n'a pas les moyens de lire les documents qu'on lui transmet. Il n'y a pas de confidentialité, il n'y a pas de protection de l'avocat. On n'a pas eu donc accès au président pendant sa garde à vue. Donc en fait, on est dans des conditions de défense extrêmement difficiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a voulu le faire taire. Pourquoi il est en prison? Parce qu'on veut le faire taire. C'est l'aboutissement d'un processus où il est condamné d'avance. Ça rend difficile la communication. Moi, je suis à Paris, je viens le voir, je pouvais lui téléphoner. Je pouvais échanger des consultations avec lui, je ne peux plus faire ça. Parce que si j'envoie des documents, ils vont être ouverts. Si je lui remets des documents, on va me l'interdire, on va m'inculper pour transmettre des documents à une personne à l'intérieur d'une prison. On a voulu casser la défense d'Hissène Habré. Okay, et je dis même ici solennellement que je pense qu'il y a aujourd'hui la mise en place de tout un système qui vise à intimider les avocats de la défense. Ah bon? Oui. D'accord. Et j'envoie un message aux autorités sénégalaises. Vous menacez-vous? Je ne dis pas j'ai été menacé. Je dis on est dans un système où on veut faire taire le président Hissène Habré, et quel est le dernier domino qu'il y a après? C'est l'avocat. Il n'y a plus que lui pour dénoncer ce système-là. On gêne. Et j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui voudraient bien désigner les avocats d'office. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on irait chercher dans le barreau du Sénégal des gens complaisants pour assurer la participation à une mascarade judiciaire et pour faire croire que Hissène Habré est défendu. Donc je dis, et j'envoie, je ne vais pas vous en dire plus, et je reviendrai éventuellement si vous me réinvitez pour vous dire plus sur ces affaires-là. J'envoie un message moi-même, puisque je ne suis pas menacé, on m'envoie des messages. Je vous renvoie un message aux autorités sénégalaises pour leur dire de faire attention et de ne pas tenter d'intimider les avocats de la défense d'Hissène Habré. Nous sommes là pour exercer notre travail et en responsabilité, nous prendrons toutes les actions nécessaires pour faire en sorte que ce travail soit respecté et pour faire en sorte que Hissène Habré puisse être défendu correctement dans ce pays. Voilà. Maître François Serre, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Directe pour parler du procès d'Hissène Habré. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats de Hissène Habré, que la semaine dernière nous avons reçu sur ce plateau Maître Ruth Broudi, qui est de Human Rights Watch. Pour l'équipe de l'information, nous avons invité pour parler de ça. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Au revoir.